La journée internationale en souvenir de la traite négrière et de son abolition, célébrée ce 23 août à la demande de l'UNESCO, organisme spécialisé des Nations Unies. Cette date nous rappelle les grands moments des combats menés en faveur de l'abolition de la traite négrière. Lutte contre la corruption, l'enrichissement illicite et le blanchiment au menu du segment 2 de l'atelier sectoriel qui s'est tenu ce matin au palais Leyomba. Bienvenue sur Gabon Télévision pour suivre cette session principale d'information en ouverture, je vous le disais, à la demande de l'UNESCO, organisme spécialisé des Nations Unies, la journée internationale en souvenir de la traite négrière et de son abolition célébrée depuis ce matin. C'est le dossier de la rédaction de Gabon Télévision. Voici le premier temps fort de cette journée qui est passée sous silence dans notre pays. Michel John Boudéan, Basile Biogumikala. À la demande de l'UNESCO, la journée internationale en souvenir de la traite négrière et de son abolition est célébrée le 23 août de chaque année. Une commémoration qui interpelle le Gabon à plus d'un titre. Primo, notre pays est membre de l'UNESCO. Secondo, ancien comptoir du commerce triangulaire et a constitué une route dans le commerce des esclaves au même titre que l'île de Gorée au Sénégal et Ouida au Bénin. Comment ne pas accorder une importance à cette journée lorsqu'on sait que Libreville a été fondée par des esclaves libérés du navire négrier l'Elysia arraisonné au large des côtes en 1849. 163 ans après la fondation de Libreville, aucun vestige historique ne reste pour rappeler aux générations de l'heure cette sombre époque marquée par ce commerce honteux qui a dépeuplé notre continent des siècles durant. Un seul témoignage vivace rafraîchit la mémoire des Librevillois au sujet de la fin de l'esclavage, la sculpture de l'artiste platicien Maître Miko Misé, situé au bord de mer face à la présidence de la République. Biogou Mikala vous l'a dit, la capitale gabonaise fut fondée en 1849 par les esclaves libérés du navire négrier Elysia. Aujourd'hui encore, beaucoup de Librevillois ignorent ou butent sur la définition historique du nom donné à notre capitale. Ils ont réagi au micro de Aimé Manix Monjo et Michel John Boudéa. On nous enseigne que Libreville fut fondée par ces esclaves-là. Libreville, c'est un nom. En tout cas, c'est laissé par. C'est colonial. Hein? C'est colonial, c'est une ville qui est libre. Hein? D'après les premiers citoyens, les premiers colonisateurs, ils ont trouvé que c'était un coin libre. D'abord, Libreville, bon, ça signifie d'abord. C'est une ville d'abord. On a. En fait, c'est la liberté, la ville libre, quoi. Hein, oui, en fait, où tout le monde est libre. Voilà, c'est ça. Voilà. Oui, Libreville, ouais. Ça vient d'où, Libreville, explique. Libreville, ça veut dire la ville qui est libre. Les esclaves ne viennent qu'en 1849. Alors comment on peut dire que ce sont eux qui sont à l'origine de Libreville, puisque nous avons eu des traités avant. C'est par extension du vocable que les villages alentours, Louis, donc en Hondo, Glace, Olamba et le village de Nkembo vont s'agréger, n'est-ce pas, au village des esclaves pour pouvoir porter le nom de Libreville, la ville des libérés. Et Louis-Viomez a eu à copier ce nom d'une autre ville qui s'appelle Freetown, capitale du Libéria. Voilà. Et voilà, comme vous venez de l'entendre, Libreville, disons le Gabon, par son histoire, reste incontestablement une des étapes de la traite négrière. Edgar Ndjembi Doukaga de notre rédaction refait le chemin parcouru par notre pays. Quelle définition chacun a de cette journée du souvenir de la traite négrière? Moment historique de liberté, acceptation des différences raciales. Ça fait longtemps que l'esclavage est aboli
Mais il est normal que chaque fois, nous pensions à ce qui est arrivé, surtout pour que cela n'arrive plus pour d'autres enfants d'Afrique et d'ailleurs. La lutte que les Noirs mènent de par le monde, en Amérique, dans les Antilles, c'est leur lutte, mais c'est notre lutte. Et notre manière à nous, en Afrique, de contribuer à leur dignité, c'est de créer des États modernes. Cette journée inspire beaucoup plus les historiens. On envoyait chaque année, par exemple au niveau du Gabon, entre 500 et 3000 esclaves. On envoyait chaque année, par exemple au niveau du Gabon, entre 500 et 3000 esclaves. Alors ces esclaves, comment étaient-ils capturés? Ces esclaves venaient particulièrement de l'intérieur du pays, mais les populations qui faisaient de l'esclavage, qui ont contribué à vendre des compatriotes, ce sont les populations côtières, donc nous, les Mienais, malheureusement, les Vili. Ces esclaves étaient capturés à l'intérieur du pays par des guerriers Bakelais et des guerriers Pounou. Et puis, le Gabon recevait aussi des bateaux qui revenaient du Portugal. Vous savez, c'était un commerce triangulaire. Ils revenaient du Portugal, prenaient les esclaves ici, et remontaient et allaient en Amérique. Des définitions diverses, peu importe. Libreville, par exemple, est la conséquence de la traite des Noirs. Suite à la capture du navire brésilien Elysia en 1935, les autorités précoloniales françaises et portugaises avaient décidé de regrouper ces passagers, une trentaine au total, des esclaves, dans un village côtier, un peu à l'image de la ville Sierra Leone de Freetown, qui signifie ville libre ou Libreville. À cette croisade contre la traite négrière s'impliquent les missionnaires, dont certains s'installent sur les routes de l'esclavage. Par souci de la dignité humaine, les missionnaires ont barré la route de l'esclavage et le barrage, c'était l'implantation de la croix. Avec son ancien comptoir d'esclaves au port de Mal, le Gabon est également contraint au souvenir de la traite négrière. Et voilà donc une journée qui nous rappelle en définitive les combats menés en faveur de l'abolition de la traite négrière, une histoire qui ne saurait être occultée. Et le Gabon, tout comme l'île de Gorée au Sénégal, ont constitué deux des routes dans le commerce des esclaves. Cette journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition nous a transportés sur l'île de Gorée, qui représente une des pistes de la tragédie de l'histoire de l'humanité. Nous sommes ici dans la très émouvante maison des esclaves, dernière des esclaveries de Gorée, construite par les Hollandais en 1676, entièrement restaurée en 1990 par l'association Gorée Fraternité avec l'aide de l'UNESCO. Pendant 3 siècles, des millions de Noirs de toute l'Afrique de l'Ouest ont quitté Gorée pour l'Amérique et les Antilles. Ils furent chassés, torturés et arrachés de leur sol natal pour être vendus comme de vulgaires marchandises lors du commerce triangulaire. La traite négrière a débuté en Afrique en 1441 quand les Portugais commencèrent à vendre en Europe des Africains comme esclaves, puis pendant 4 siècles, le commerce triangulaire a déporté 15 à 20 millions d'Africains vers les Amériques. Les bateaux partaient du Portugal, France, Hollande et Angleterre, chargés de pacotilles, tissus, barres de fer, armes, munitions, alcool, verroterie. À Gorée, dans la maison des esclaves, des centaines d'hommes, femmes et enfants étaient entassés dans de minuscules et sombres cachots avant d'être embarqués sur un bateau franchissant la porte du voyage sans retour. Notons que le mouvement abolitionniste s'imposa au XIXe siècle. La traite négrière prit fin en 1833 dans les colonies anglaises. Napoléon interdit pour sa part la traite le 29 mars 1815. L'île de Gorée constitue aujourd'hui un lieu touristique de près de 2000 habitants. Gorée offre aux visiteurs plusieurs infrastructures,
L'île est située à 2 km au large de Dakar, la capitale sénégalaise. Elle est classée patrimoine mondial de l'humanité avec ses maisons coloniales du XVIIIe siècle. Une chaloupe de 350 places vous y attend pour un aller-retour. Découverte en 1944 par les Portugais et en 1588 par les Hollandais avant d'être reprise par les Français en 1677, l'île de Gorée est un des endroits les plus attachants de la République du Sénégal. Et voilà tout pour l'histoire de la traite négrière. Nous revenons à l'actualité normale avec Madame le maire de la commune d'Ovendo, Jeanne Mbagou, qui sollicite le commandement en chef des forces de police nationale pour lutter contre l'insécurité dans sa cité. Voici l'audience entre l'édit d'Ovendo et le commandant en chef des forces de police nationale, Jean-Augustin Nzengi. Victor Moulunga. Solliciter une assistance devant permettre de faciliter l'exécution des tâches liées à sa fonction, mais aussi lutter contre le grand banditisme qui sévit également dans sa cité, est l'intérêt de cette séance de travail entre la mairesse de la commune d'Ovendo et le commandant en chef des forces de police nationale, qui était entouré pour la circonstance de ses proches collaborateurs. Il y a de cela quelques jours où nous avons sollicité cette rencontre-là pour un débat problème que nous rencontrons dans 6. Vous savez que, comme dans toute ville, la ville d'Ovendo n'est pas épargnée d'un certain nombre, non seulement d'insécurité, et d'autres problèmes que nous vivons au quotidien, à savoir, il y a des occupations anarchiques du domaine public, et puis quand il s'agit de recouvrer certaines taxes par le comptable public, où nous voudrons être assistés des forces de sécurité. Donc, je puis vous avouer que nous sortons de là satisfaits parce que tous les problèmes posés au commandement en chef ont trouvé une solution. C'est donc satisfaite de l'oreille attentive du général Léon Mistoul que Jean Mbagou, l'édile de la commune d'Ovendo, a quitté le quartier général du commandement en chef des forces de police nationales. La lutte contre la corruption, l'enrichissement illicite et le blanchiment. Au menu, je le disais, du segment 2 de l'atelier sectoriel qui s'est ouvert ce matin au Palais Léon-Bas, siège de l'Assemblée nationale, en présence de Cabrel Guilain Lemami et Jean-Pierre Moussouami Detimboul. Recueillir les contributions des participants pour établir l'état des lieux et le diagnostic de la lutte contre la corruption et le blanchiment des capitaux pour les secteurs forêt et environnement, mines et industries extractives, transport, sont là les termes de référence du deuxième atelier organisé par la Commission nationale de la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement au Gabon. Les travaux de l'atelier sont basés sur une approche interactive qui favorisera des échanges d'informations, d'enrichissement et de validation consensuelle. Exactement ce qui a été fait la première fois et qui sera fait au cours des 5 ateliers prévus, à savoir identifier les manifestations de la corruption et du blanchiment des capitaux dans ces secteurs, identifier les causes, cerner les enjeux et les défis, et ensuite proposer des actions qui permettraient de renverser le phénomène au Gabon. De manière générale, au Gabon, c'est de combiner des actions de prévention, de combiner des actions d'éducation, des actions de conditions, d'incitation et de sanctions. C'est-à-dire toutes les actions qui, mises ensemble, permettent de réduire significativement le phénomène de la corruption et du blanchiment des capitaux. Et surtout, ne pas s'arrêter à la sanction, parce qu'à la sanction, elle seule ne permet pas